L'essentiel de l'actualité de la semaine, sélectionné pour vous et commenté par 3 voix, 3 regards qui, pendant 1 heure, un peu moins 40 minutes, vont pouvoir échanger sur un certain nombre de sujets. Donc, la marche contre l'antisémitisme que l'on va traiter en premier, suivi de la loi immigration. On parlera du film sur l'abbé Pierre, ou plutôt de l'abbé Pierre en tant que tel, son rapport à l'histoire, ce qu'il représente aussi dans la société française encore. Le procès d'Éric Dupond-Moretti, puis on ira du côté de l'écologie avec les inondations dans le Pas-de-Calais. Est-ce un épiphénomène ou au contraire le signe que les choses continuent de s'aggraver? Pour parler de tout cela, Denis Jacquet, Marc Lomadzi et François Soulage. François Soulage, ancien président du Secours catholique. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes aussi responsable d'un réseau d'épiceries sociales et solidaires à Nanterre, notamment parmi vos activités. Marc Lomadzi est ancien rédacteur en chef au Parisien, et puis il écrit des livres, beaucoup sur l'écologie, en particulier sur le dernier dont vous étiez venu nous parler, qui s'appelle Le scénario noir, voilà, du climat. J'ai retrouvé aux éditions Albin Michel. Bonjour Marc. Bonjour. Et Denis Jacquet, chef d'entreprise, qui vit aux États-Unis, qui passe de temps en temps en France et qui vient nous voir aussi à l'occasion, et qui est fondateur de Parrainer la croissance et qui a créé une entreprise qui s'appelle Top Crime, qui consiste à sélectionner les meilleurs contenus à l'échelle mondiale sur des sujets qui intéressent les grandes entreprises. Bonjour Denis. Bonjour. Juste un mot là-dessus, comment ça marche précisément, parce que ça peut nous intéresser aussi. Ça devrait bien marcher, j'espère. Mais on a lancé en mars et effectivement on sélectionne les meilleurs speakers sur les meilleurs sujets au monde et on les regroupe sur une plateforme qui est très 21e siècle et qui permet aux décideurs dans les entreprises de savoir tout ce qui se passe dans le monde et qui les inspire pour prendre des propres actions et des décisions dans leur entreprise. Voilà, une manière d'influencer les décideurs. On va commencer par la marche contre l'antisémitisme. Il y a eu des polémiques qui semblent un petit peu s'évanouir, mais on sait que vous avez entendu dans les infos, Gérard Larcher et puis Yael Braun-Privé ont invité à cesser les polémiques inutiles autour de cette marche contre l'antisémitisme. Plus de 1000 cas recensés en un mois depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. On appelle un sursaut républicain. Qu'est-ce que ça signifie? Marc Lomadzi, Denis Jacquet, François Soulage. Allez, Marc, vous commencez. Sursaut républicain, le texte que j'ai sous les yeux là, de l'appel à cette marche civique et pas politique, donc de Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, appelle à un sursaut pour refuser évidemment l'antisémitisme et puis se rassembler autour des valeurs de la République. Il y a eu des polémiques, c'est vrai, dues à la position absolument parfois abjecte de la France insoumise sur ce sujet du conflit israélo-palestinien. Il y a surtout un problème politique qui se pose avec cette marche. Lequel? Alors, c'est que dans l'appel, dans le texte signé par Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, qui est un appel en fait, comme je le disais, à se rassembler autour de la valeur de la République, il y a un déséquilibre dans la mesure où jamais n'est évoqué la suite de ce qu'a été l'attaque du terroriste du 7 octobre, c'est-à-dire le massacre des populations civiles de Gaza, ce qui constitue, à l'évidence, on verra les suites, mais à l'évidence, un crime de guerre dont Netanyahou va payer très chèrement le prix, très probablement, parce que, y compris au sein de la société israélienne, des voix s'élèvent pour dire c'est pas le moment aujourd'hui d'en parler en Israël parce que le moment est à l'unité nationale et à la lutte contre le terrorisme, mais on réglera les comptes après quand le temps sera venu de régler les comptes. Et donc dans ce texte, il n'est pas du tout question de ça. Ça c'est le premier problème, c'est que le texte est légèrement déséquilibré. Le deuxième problème, c'est que moi je ne doute pas qu'il va y avoir énormément de monde dans la rue. Je ne doute pas non plus que le Rassemblement national, sera présent. Et donc, ça signifie que cette marche va de fait entériner le dernier acte de la banalisation du Rassemblement national. C'est ce qui pose problème à beaucoup de gens. D'où la position, par exemple, extrêmement inconfortable du CRIF. Jonathan Arfi, le président du CRIF, a demandé ou a indiqué que pour ce qui concerne le CRIF, qui
qui sera évidemment présent, ils ne défileront pas aux côtés des gens qui ne respectent pas les valeurs de la République. Ça signifie quoi concrètement ? Ça signifie qu'il va y avoir une espèce de barrière sanitaire entre le gros des manifestants et le rassemblement. Deux manifs en une. Deux manifs en une, ce qui pour une marche unitaire et problématique. François Soulages. Je partage absolument ce point de vue. J'ai été moi aussi frappé du fait qu'on ne dit rien de l'attitude actuelle d'Israël et de la destruction systématique des populations civiles. Et donc de ce point de vue, je trouve que cette marche, elle était nécessaire contre l'antisémitisme, et bien entendu, mais on ne peut pas, au nom de cet antisémitisme, cette lutte contre l'antisémitisme, fermer les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui et le massacre des populations civiles. Ça, c'est pour moi. Et franchement, ça, quand j'ai lu le papier, je me suis demandé si j'allais y aller. Parce que je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Alors, sur le Front National, je suis moins inquiet que vous, parce que... Enfin, moins inquiet, ou peut-être plus. Le Front National, le Rassemblement National, il va probablement pas défiler sous son propre chapeau. Mais ils vont être là. Marine Le Pen va être là. Et donc, effectivement, on le banalise. Et moi, je suis absolument de votre avis. Tout ça est extrêmement dangereux. Donc, il faut faire très attention à des mélanges qui, finalement... vont faire que on a entendu Jordan Bardella, il revient pas sur Jean-Marie Le Pen. Donc je crois qu'il faut être très attentif à ne pas fermer les yeux. Qu'est-ce qu'il a dit sur Gaza, François Soulages? Il dit que finalement les propositions de Jean-Marie Le Pen, il les avalise. Or c'était des propositions antisémites. Oui, non, plus précisément en fait, la question lui avait été posée de savoir si Jean-Marie Le Pen était antisémite. Et il a répondu non. Non. Dans un premier temps, il a répondu non. Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, ce qui, pour le coup, aurait posé un énorme problème d'avoir des gens à cette manifestation qui nient l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Si on admet l'idée que sa fille, en dédiabolisant le parti, s'est éloignée de l'antisémitisme d'origine, fondateur du parti, il s'est repris ensuite en disant, mais une phrase très ambiguë, qui est « Oui, c'est vrai, Jean-Marie Le Pen a été condamné ». Ce qui est factuellement vrai, mais il ne répond pas à la question de savoir si Jean-Marie Le Pen était antisémite. Il dit simplement qu'il a été condamné. Et là, il faut bien savoir que le Front National, comme le Rassemblement National, comme l'ensemble des partis d'extrême droite, ont un langage codé. C'est-à-dire que quand vous êtes patron du Rassemblement National et que vous dites Jean-Marie Le Pen a été condamné pour antisémitisme, qu'est-ce que vos adhérents entendent ? Ils entendent le système politique. Une injustice. Le système politico-judiciaro-médiatique a condamné Le Pen. Sans aller sur le fond de la question. À tort. Non, mais donc il dit, il a été condamné, donc il a été victime du système politico-médiatique et judiciaire. Voilà, parce que tout le monde est contre nous, que c'est un complot. Et donc on revient sur les vieux thèmes du parti. Denis Jacquet. Ouais, vous serez à cette marche ? Je vais pas poser la question d'ailleurs, parce que François Soulages disait j'hésite à y aller. Je vois même ma maman très peu, puisque je vis aux États-Unis et elle est en Normandie, puisque une partie de la famille a fui pendant la Seconde Guerre mondiale là-bas. Devant la préfecture manifestée. Exactement. Donc du coup, je vais quand même privilégier ma mère pour dimanche, parce que voilà, les années filent. Donc, je vais essayer de dire 2-3 choses qui peuvent choquer. C'est souvent un peu ma marque de fabrique, mais qui sont pas, qui sont pas, je vais dire, la caractéristique de quelqu'un qui est complètement inhumain. On va dire ça comme ça. Donc, je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Bon, la première chose dans l'histoire de la France ces 20 ou 30 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu un attentat dans une école juive ou ailleurs, on n'a jamais vu les gens sortir, ni la communauté musulmane, ni absolument aucune communauté. C'est-à-dire que le fait qu'un enfant juif dans une école française soit tué par un attentat a jamais ému les foules. Chaque fois que quelqu'un a été décapité ailleurs, etc., tout à coup, tout le monde est descendu dans la rue. Donc je pense que le fait qu'une fois on descende dans la rue pour dire qu'éventuellement on n'est pas antisémite, je suis totalement persuadé en France, encore moins en Pologne, etc., je pense que c'est absolument indispensable, parce qu'à un moment donné, il va falloir clairement dire ce qu'on est, voilà, et ce qu'on pense véritablement de cette communauté. Bon. La deuxième chose, c'est que
aujourd'hui, le massacre des populations civiles. Bon, alors c'est là, j'essaie de prendre quelques précautions. Donc à Gaza, là. À Gaza. Bon. Si vous avez regardé un petit peu les images, ou si vous êtes allé comme moi en Palestine ou en Israël un nombre incalculable de fois, la technique du Hamas est toujours la même. Je mets des mecs du Hamas dans les endroits où les hôpitaux, les écoles, où je suis sûr que si on bombe le truc, on va faire des victimes civiles. Donc les Israéliens sont pas tout à coup descendus de leur truc pour massacrer des civils. C'est juste que le Hamas n'a rien à faire de sa propre population et qu'ils préfèrent, parce qu'ils vont mourir et qu'ils vont être bombés par un truc, accepter l'idée qu'il y ait 100 civils qui meurent autour. Et grosso modo, l'Israël n'a pas demandé à venir massacrer les civils. On est venu les massacrer tout d'abord. Vous avez vu les images. Et le mythe du bon Gazaoui, gentil, qui veut vivre dans son truc, etc., il existe, il y en a. On l'a rencontré, j'ai des amis palestiniens aussi. Mais simplement, je ne sais pas si vous avez vu, ne serait-ce que cette gamine de 16 ans qu'on a retrouvée depuis morte, qui a été traînée dans la rue, où tout le monde crachait dessus. Bon, le bon Gazaoui civil qui est bien gentil et qui ne demande rien, il faut faire la part des choses. Donc, je pense qu'à un moment donné, le fait qu'il y ait peu de victimes israéliennes, 150 otages, 200 otages, mais qu'il y ait plusieurs milliers, c'est pas le nombre qui fait l'horreur, c'est le geste lui-même. Et à un moment donné, une guerre, c'est jamais propre, ça tue des gens. Et c'est à un moment donné, la question, c'est de savoir, si on fait pas ça, on fait quoi? Donc on dit, c'est pas grave, vous avez massacré, pas de je sais plus comment on dit en français, mais pas de revanche, on vient pas de truc, mais il faut tuer cette vermine une fois pour toutes. Et malheureusement, ça fait des écarts. Donc c'est dur à dire, parce que à Gaza, il y a des gens fantastiques qui vont mourir, ils vont perdre leurs enfants, leur père, leur mère, et c'est juste horrible. Donc je ne dis pas que voilà. Mais à un moment donné, beaucoup de gens disent faut pas le faire. Alors la réponse c'est quoi? On attend. On discute, on fait de la diplomatie. Bon, c'est inévitable pour vous. Je dis pas que je suis pour, je dis que ça mérite une forme de réflexion. Et puis enfin, en France, pour finir, on a voulu pendant 30 ans, alors moi, comprenez-moi bien, hein, j'ai jamais voté, je voterai pas au Front National, nous expliquer que le diable, c'était le Front National et que l'extrême gauche, c'était fréquentable. Pour ceux qui n'ont pas compris que depuis ces derniers mois, que l'extrême gauche a toujours eu une espèce de vie plénelle et tous ces espèces de trucs horribles qu'on a laissé prospérer en France, toute cette génération qui disait qu'elle était pro-arabe pour pas dire qu'elle était antisémite, à un moment donné, bah ça y est, c'est clair, les choses sont claires, ils sont descendus dans la rue, c'est des fous furieux, ils sont antisémites, ils le disent et ils prospèrent dessus. Enfin, de la même façon que pendant la Seconde Guerre mondiale, Goebbels disait il faut trouver un ennemi commun et ils ont réussi un petit peu le boulot. Alors, d'une certaine façon, il y a une sorte de clarification qui s'opère un peu aujourd'hui. Donc moi, aujourd'hui, si on laisse Mélenchon défiler dans les rues, le fait que le Front National soit à cette marche-là me choque pas plus. Mais franchement, moi, c'est pas mes copains, le Front National, donc je suis pas là du tout pour les défendre. Bon, et puis enfin, Véran sera en France la manifestation que la compétence c'est pas le critère nécessaire en politique pour réussir. Il était un mauvais ministre de la Santé, une catastrophe pendant le Covid. Et quand il vient dire, oui, on peut pas laisser un parti qui vient dire qu'il est pro-juif pour dire qu'il est anti-arabe, mais qui laisse les manifestations pro-arabes pour dire qu'elles sont antisémites. Enfin, je veux dire, tout ça n'a pas de sens. Ouais. Marc Lomazzi. C'est une présentation différente. C'est une présentation caricaturale des choses et en partie fausse. Alors, je m'explique. C'est une présentation caricaturale, pourquoi? Parce que, je le disais, au sein même de la société israélienne, avant l'attaque du 7 octobre, le gouvernement de Netanyahou, qui est un gouvernement de droite ferme, d'extrême droite, disons les choses, a proposé un certain nombre de réformes de la société israélienne contre lesquelles les Israéliens sont levés en masse, et par ailleurs a avivé les tensions liées au fait de la présence au sein du gouvernement d'un certain nombre d'éléments extrêmement extrémistes, religieux, a avivé les tensions avec les Palestiniens. Il faut savoir que beaucoup de Palestiniens arabes vivent et travaillent en Israël et que dans beaucoup d'endroits, avant cette attaque, il y avait une coexistence difficile, mais il y avait une coexistence. Quel est le jeu du Hamas dans cette affaire?
Le jeu du Hamas, c'était que, pour faire court, le jeu du Hamas, qui est très lié à l'Iran, c'était que il avait l'impression qu'il y avait une normalisation en cours, notamment avec les pays du Golfe, et que donc on était en train de passer sous silence ou de reléguer au second plan la question palestinienne au profit d'une normalisation du secteur. Et donc ça, c'était insupportable. Et donc le Hamas a tenté a joué son va-tout avec cette attaque. Les Israéliens, d'ailleurs, c'est une des causes de l'énorme tension en Israël. Les renseignements israéliens pensaient que ça serait le Hezbollah qui attaquerait au nord, et donc ça a été un fiasco militaire, du renseignement, etc. Le jeu du Hamas, c'était ça, et le jeu du Hamas consistait probablement dans un cynisme absolu à se dire que la réponse d'Israël à une telle attaque ne ferait pas de doute, que ça serait une contre-offensive massive qui tuerait la population en masse, la population palestinienne, et que donc ça allait réveiller. Mais ça va dans le sens de ce que dit Denis, puisque ça veut dire que le Hamas a en fait suscité la contre-offensive. Pas du tout, parce que ce qui a été dit là, c'est que les Israéliens n'avaient pas d'autre choix que de massacrer des civils, parce qu'en fait, il y a une imbrication des installations militaires du Hamas au sein même de Gaza. C'était le jeu du Hamas. Et donc, en réagissant comme ils ont réagi, et comme le gouvernement de Netanyahou a réagi pour des questions qui ne sont pas simplement des questions de lutte contre le terrorisme, ils jouent le jeu du Hamas, premier point. Et deuxième point, je ne peux pas penser que l'État d'Israël, connaissant l'histoire de l'État d'Israël, la mentalité des Israéliens et la puissance de Tsahal, que des équipes de commandos spécialisées, préparées de très longue date, qui avaient des plans extrêmement précis des installations du Hamas dans la bande de Gaza, comme ils en ont pour le Hezbollah, ne pouvaient pas faire des choses évitant un massacre de masse des civils. Ça n'est pas vrai. François Soulages. Eh bien, écoutez, il se trouve que je suis à nouveau d'accord. Je suis absolument convaincu. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le passé, que Israël est parfaitement capable d'attaquer directement tel ou tel responsable du Hamas. Avant cette opération terroriste du Hamas, il y a eu régulièrement des responsables du Hamas qui ont été poursuivis, abattus et compagnie. Non, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, en plus, Israël, ils avaient envisagé l'attaque massive de troupes à pied, qui aurait été, pour les soldats israéliens, un massacre, là, pour le coup, terrible. Donc, ils ont choisi de détruire par bombardement la population civile, ce qui leur évite d'attaquer trop rapidement à pied, donc d'éviter des pertes humaines de soldats israéliens. Et donc, c'est les civils gazaouis qui payent une politique de l'Israël, qui est une politique de destruction massive. Ça veut dire, c'est la terre brûlée. Alors après, on peut entrer dans Gaza. Quand il n'y a plus rien, on peut entrer. Mais initialement, d'ailleurs, rappelez-vous, les commentateurs avaient dit qu'il va y avoir une attaque terrestre massive. Et moi, j'ai toujours dit non, parce que ça leur coûterait beaucoup trop cher en soldats, et donc ils ne le feront pas. Ils feront la terre brûlée d'abord. C'est un peu ce que font les Russes, d'ailleurs, en Ukraine. C'est la terre brûlée. Bon, il y en a quoi ? Les Russes, eux, par contre, ils sacrifient leurs hommes. Mais enfin, il faut quand même la politique de la terre brûlée. C'est exactement ça. Mais en effet, Israël aurait pu détruire le Hamas sans pour autant faire cette destruction de population civile. Et ça, moi, je n'arrive pas à l'accepter. On va passer à la loi immigration, parce que l'heure passe et qu'on a beaucoup de sujets ce matin. et je conçois évidemment que vous pourriez largement continuer à débattre sur ce sujet. Le projet de loi immigration, donc, qui a commencé au Sénat avec, semble-t-il, je vais commencer avec vous, François Soulages, sur cette question-là. On se muscle plutôt du côté du Sénat pour aller dans un sens un peu plus restrictif que celui que l'on pouvait imaginer peut-être, ou qu'on allait imaginer, c'est pas sûr d'ailleurs que ce soit si imprévisible que ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu avec l'article 3 notamment qui a été supprimé ce qu'il en est ? D'abord, il faut redire ce qu'aurait fait l'article 3. L'article 3, il s'adresse à des gens qui sont présents chez nous depuis des années, et non pas des gens qui vont rentrer. Donc c'est des gens qui sont présents. Ce sont des gens qui travaillent. Parce que l'article 3, il va régulariser des gens qui sont déjà au boulot. Moi, je me rends compte... Il va où il devait ? Enfin, on va voir, parce que pour l'instant, c'est le Sénat, on verra ce que fait l'Assemblée. Mais rappelons que ce sont des gens qui sont déjà au travail en France, qui ont déjà
payer des cotisations, payer des impôts, certes avec des alias, mais qui sont présents. C'est-à-dire qu'on envisageait de régulariser des gens qui sont déjà sur notre territoire et non pas des gens qui vont rentrer. N'oublions pas que même dans sa formulation, l'article 3 nécessitait que les gens aient séjourné dans notre pays pendant plusieurs années. Donc il ne règle en rien la question de l'accueil des personnes. Il règle le sort des gens ici. Et moi, je peux vous dire d'expérience, puisque j'habite une commune très populaire à Nanterre, qu'aujourd'hui, les gens qui sont là, ils attendaient cet article 3, parce qu'ils bossent, parce que des employeurs bossent, que les questions de titre de séjour qui traînent dans les préfectures... hier encore, j'ai reçu 2 personnes qui viennent de perdre leur emploi parce que leur titre de séjour, dont la demande de renouvellement a été déposée il y a 6 mois, ils n'ont toujours pas de réponse. Donc ils vont perdre leur emploi et leur employeur va perdre cet employé parce que on n'est pas renouvelé leur titre de séjour. Mais bon sang de bonsoir, régularisons ces gens qui puissent travailler régulièrement. Attention, il y avait un autre problème derrière les emplois en tension. C'est que si on va trop loin, on va régulariser. Et donc, si on continue la logique, on aurait permis, d'après ce qu'on entend dire, qu'on favorise l'arrivée brutale de personnes dans notre pays. Ça, c'est faux. Mais le risque in fine, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on risque aussi de déshabiller les pays d'envoi. Et donc, il faut faire très attention avec les métiers en tension. Ça attire quand même les gens. Oui, ça attirerait des gens. Massivement, rien ne démontre que ce serait massif. Par contre, des gens diplômés, oui, ça peut les attirer. Et là, le risque, il est de l'autre côté, c'est-à-dire dans les pays d'envoi. Parce qu'aujourd'hui, les médecins, les infirmiers, les anesthésistes, ils viennent chez nous. Mais ils ont fait leurs études là-bas. Et donc, on vide les pays de gens qui ont fait leurs études là-bas. Donc, faisons attention, parce que nos métiers en tension, il n'y a pas que les ouvriers du BTP. Les métiers en tension, c'est aussi les anesthésistes, les radiologues, les pharmaciens, etc. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, en 2 mots ? Moi, je pense qu'il fallait accepter cette idée de l'article 3 et de vérifier aujourd'hui comment on fait pour que ces métiers en tension ne soient plus en tension à un horizon de 4 ou 5 ans. Ou peut-être même plus. Mais les infirmières, c'est 5 ans. On peut avoir on n'a jamais rien planifié. Donc, on se retrouve avec des métiers en tension qu'on pouvait parfaitement planifier si on avait travaillé sérieusement. Denis Jacquet ? C'est pour ça que j'aime pas trop sur des sujets économiques, parce que j'ai des positions qui paraissent débiles, alors que je suis vraiment un centriste de nature, mais bon, si vous discutez avec je sais pas, des Pascal Pic, des paléoanthropologues, etc., on est des chasseurs-cueilleurs. Donc on est des gens qui sont habitués à vivre dans des petites communautés qui se reconnaissent. Bon. Et donc finalement, la petite communauté de 50 à 128 individus, qui est un peu la communauté de base, celle qui est à 2 km et qui vous ressemble pas, pourtant ils sont comme vous, mais il n'y a rien à faire. Donc souvent on confond le fait qu'on rejette des populations avec du racisme, c'est juste qu'on est un peu codé comme ça. C'est-à-dire, on se reconnaît entre nous et ça fonctionne bien comme ça. Les États-Unis qui ont plein de défauts, c'est vraiment pas le système parfait au monde, etc. Je le vis au quotidien, sur la santé, sur tout un tas de choses. Il n'y a pas de population, à part la population dite latino, parce que moi je vis à Miami, donc c'est une ville latine, c'est pas une ville américaine, qui représente plus d'1,2% de la population. Pourquoi ça marche bien les États-Unis ? Parce que personne ne lutte contre les États-Unis. Tout le monde veut devenir américain. Les musulmans, c'est 1,2. Toutes les communautés, c'est comme ça. New York, c'est 178 nationalités. Washington, 172 ou 175. Ça marche très bien. Parce que les gens viennent dans un système pour participer au système. Moi, ce que je déplore, c'est que sur ces 30 ou 40 dernières années, ma femme est noire, née musulmane, donc je précise, on a la première à dire aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous avez fait en France et dans d'autres pays ? Vous avez laissé gonfler cette population différente à 18 ou 20%, ça ne marchera jamais. Parce qu'une large partie, j'ai vécu au Maroc, je parle arabe, une large partie de cette population, de plus en plus, se radicalise contre ce pays. Donc cette mesure-là, en l'occurrence, c'est pas la mesure qui, tout à coup, fait en sorte qu'on va faire venir des millions de personnes. Elles viennent déjà. Mais ça participe à un système qui dit la France, c'est une terre d'accueil, viens là, tu vas profiter d'un système. Et ça, à un moment donné, ça fait partie des mesures qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et si on veut vraiment avoir des gens qui prennent les emplois nécessaires, allons former des jeunes, mettons le paquet sur l'apprentissage, tout un tas de trucs qu'on ne sait plus faire depuis longtemps parce qu'on a déclassé tous ceux qui veulent faire des formations non intellectuelles, les grandes écoles, etc. Et c'est Denis, je vous redonne la parole juste après 8 heures, après les infos, et on continue le grand débat sur ce chapitre avec aussi Marc Lomezzi. À tout de suite.
On parlait de la loi immigration. François Soulages nous dit que l'article 3 empêche des gens de continuer à travailler aujourd'hui, du moins dans les débats que le Sénat est en train de mener sur la suspension, la suppression de cet article 3. Denis Jacquet nous dit que le modèle américain, puisqu'il vit à Miami, eh bien, est tout à fait différent, on le sait, du modèle français, mais qu'on est dans un système un peu bloqué. Denis, c'est ce que vous vouliez dire, en fait, sur le chômage. En particulier par rapport à l'immigration. Et le fait que là-bas, aux États-Unis, on ne s'insurge pas, tout le monde veut devenir américain et on n'est pas dans une logique de profit du système. Oui. C'est-à-dire que les gens, de toute façon, et c'est le côté spectaculairement dur du système américain, c'est tu travailles ou tu crèves. Enfin, je veux dire, il y a pas beaucoup de filets sociaux. Dans certains États, oui, notamment à New York, on a l'obligation d'accueillir. D'ailleurs, c'est ce qui pose un problème au maire démocrate de New York en ce moment, c'est parce que tous les républicains du Texas, etc., ils disent vous trouvez que l'immigration c'est bien, écoutez, on va vous la refiler. Et donc du coup, on leur envoie par avion, par bus. Et comme ils ont l'obligé de les loger, c'est arrivé à un budget d'1,2 milliard. Et lui, moi, il dit, j'ai pas le budget pour héberger ces gens. Non. Mais si vous voulez, quand les gens d'Amérique du Sud arrivent, pour toutes les raisons qu'on connaît, les rêves que ça génère, il n'y a pas de choc culturel. Ils sont principalement chrétiens, ça s'intègre très bien. Il n'y a pas de volonté de lutter contre des valeurs qui sont pas les nôtres. C'est pas ce qu'on a laissé se développer en France, et notamment principalement d'ailleurs avec la gauche pendant 30 ans qui a dit du moment que vous votez pour nous, vous faites ce que vous voulez. Enfin, moi, je suis né dans une ville qui a pratiqué cette politique pendant 30 ans, petite ville de Basse-Normandie, qui est aujourd'hui turque à 32%. Donc, du coup, voilà, moi, s'il y a bien quelqu'un qui est ouvert à la diversité, c'est bien moi. Je le vis dans ma vie quotidienne, j'ai aucun problème. Et tout ce que j'insupporte, c'est de rencontrer que des gens qui me ressemblent. Donc, je suis passionné par cette diversité. Mais à un moment donné, quand elle marche pas, faut pas insister. Donc, il y a des choses qui vont pas marcher. Et d'ailleurs, moi, le travail que fait monsieur, c'est remarquable sur place, extraordinaire. Mais à un moment donné, il faut se poser la question oui, on a besoin de ces jobs, ces gens bossent, mais ça fabrique quoi comme société? Est-ce que cette société marche? Et malheureusement, ça marche plus. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et c'est pas comme ça que ça va fonctionner, parce qu'on crée, avec la radicalisation de la société, des poches qui ne fonctionnent plus. Et dernier exemple, je vous le donne très rapidement, un DRH d'une grande société nationale très connue me disait, moi, je gère du transport. Il dit, tu sais ce qui m'arrive dans ma société? Tout le monde la connaît, et c'est la même à Marseille, parce que j'ai vu le même, etc. Dis-moi, mes chauffeurs, ils veulent plus de femmes dans les bus, ils voudraient des bus sans femmes. Ouais. Ils veulent plus participer à des réunions s'il y a des femmes dans la pièce. Voilà, donc ils bossent, ils n'ont pas de problèmes sociaux, ils ont un salaire à la fin du mois, ils sont même pas régularisés, ils sont français, d'ailleurs souvent sont nés en France. Mais ça marche plus. Donc, et avant, c'était des gens qu'on disait, ils sont à l'écart du système, on leur a pas donné de boulot, ils sont discriminés, isolés dans des banlieues. Non, ils bossent. Et ils ont 12 mois de salaire parce que dans les entreprises, ils sont extrêmement bien traités et ils luttent contre le système culturel. Donc, à un moment donné, je dis, oui, on a besoin de ces gens-là physiquement dans les jobs parce qu'on les a pas, personne veut les pourvoir. Quand vous regardez le métro à 6 heures du matin, c'est pas des blancs que vous voyez, Bon. Donc, mais malheureusement, ça marche pas. Donc, à un moment donné, faut trouver d'autres types de solutions. Et ça participe à des mouvements qui continuent à dire, la France, c'est pas mal, venez, vous allez voir, vous allez être pris en charge. Et ça on peut plus laisser faire ça. Ou alors, on n'a pas compris la déliquescence qui va arriver dans les 20 prochaines années. Oui. Marc Lemaitre. Alors, le temps est compté, donc il faut aller très vite. Cette histoire de loi immigration au Sénat, c'est un théâtre d'ombre politique comme rarement, moi, j'en ai observé. Vrai. Pourquoi? Parce que la position de la droite, en l'occurrence de Bruno Retailleau, le patron LR au Sénat, est très claire. C'est la droite est en déliquescence. Pour le coup, il faut qu'on se refasse. On se refait sur une ligne qui est une ligne. Il faut récupérer les voix là où elles sont. Elles sont au Front National, enfin au Rassemblement National. Donc, on est sur une position très dure sur l'immigration. Et donc, qu'est-ce qu'il propose? Il propose plusieurs choses, et entre autres de supprimer ce fameux article 3 qui proposait des régularisations pour les sans-papiers, enfin les immigrés illégaux mais qui travaillent, et de le remplacer par une version durcie de la circulaire Valls. La circulaire Valls, c'est quoi? C'est l'autorisation pour quelqu'un qui est entré illégalement sur le territoire, à condition qu'il y soit depuis au moins 5 ans et qu'il ait un contrat de travail, une promesse d'embauche, d'être régularisé. Donc, on dit, c'est pour ça que c'est un théâtre d'ombre, on dit à l'opinion publique et à son électorat et à l'électorat du Front National, regardez, LR, nous sommes un parti de gouvernement, n'allez pas au Rassemblement National, c'est inutile, venez chez nous, de toute façon, dans les mêmes positions. Mais quand on regarde derrière le théâtre et en coulisses, ils disent, mais on va régulariser, évidemment, puisqu'on propose une version durcie de la circulaire Valls. Raison pour laquelle
le centre, les centristes au Sénat, représentés par M. Hervé Marseille, ont accepté l'accord. Théâtre d'ombre aussi, pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun suspense. C'est pas le Sénat qui décide en France, c'est l'Assemblée nationale. Et il se trouve que Sacha Houlié, hier, dans le Figaro, Oui. pas pour rien qui s'est exprimé dans le Figaro, a dit « Cette position est indigne ». Ce qui est vrai, puisqu'il mente à leur électorat en faisant croire qu'on va arrêter toute autorisation d'entrée sur le territoire, il n'y aura pas d'appel d'air, etc. Alors qu'en fait, il propose quand même les régularisations. On l'a vu sur Sarko, d'ailleurs. Sous Sarko, ça a rentré massivement. C'est vraiment complètement un théâtre d'ombre, et théâtre d'ombre aussi parce que Sacha Houlié, donc le patron Renaissance de la commission des lois, a dit, nous, à l'Assemblée nationale, on va rétablir le texte entièrement. Article 3, cette chose indigne qui a été aussi de supprimer l'AME pour la remplacer par l'aide médicale d'urgence. C'est absurde de demander à n'importe quel médecin. Un médecin ne va pas vous demander votre carte vitale si vous êtes blessé, que vous avez besoin de soins. Il va d'abord vous soigner. Donc ça veut dire qu'on va retirer des moyens à l'hôpital, alors que les médecins vont continuer à soigner. Simplement, ils n'auront plus les moyens de le faire. Donc, ils vont le faire comment ? Sur leur propre denier. Tout ça est absurde. Et tout ça, c'est de la politique politicienne complètement indigne, parce que, encore une fois, il n'y a pas de suspense. Le texte va être rétabli, et je peux vous l'annoncer ici. Il y aura probablement même une majorité à l'Assemblée pour voter ce texte en l'état, et qu'il n'y aura pas de 49.3 sur ce texte. Pourquoi ? Parce que les parlementaires sont pas plus idiots que vous et moi. Ils vont dans leur circonscription, et dans leur circonscription, ils ont des remontées qui disent, mais attendez, moi j'ai pas pu faire ma saison parce que j'ai personne pour bosser, donc il faut régulariser. Je suis désolé, moi j'emploie des types. Mais c'est quand même le paradoxe. On a un pays où on est censé avoir, je sais pas combien, 5 millions de chômeurs, 4 millions de chômeurs. Oui, mais il y en a combien ? Vous ne réglez pas cette question importante de l'immigration en faisant de la base politique. Ça n'est pas vrai. Il faut une grande loi sur l'immigration. Je me souviens qu'il y a pas si longtemps, on examinait, puisqu'on parlait tout à l'heure d'Amérique, l'histoire des quotas. Avec des professions de liste, c'était les métiers en tension en fait. Les métiers en tension, on accepte de les faire rentrer. C'est exactement la même idée que l'article 3. Donc la droite est en train de se décrédibiliser. Elle fait du théâtre pour exister. Elle fait du théâtre et c'est indigne. Sur un sujet aussi important, on parle quand même d'hommes et de femmes qui sont venus sur notre territoire. Et effectivement, il n'y a pas que des ouvriers, etc. Il y a aussi des gens qui peuvent apporter de la richesse, et on le sait très bien. Oui, sur les métiers dont parlait François Soulage tout à l'heure, des métiers à haute qualification. Je parle pas uniquement de ça. Je vous dis que non, mais il y a une variété de métiers en tension. Mais au-delà des métiers en tension, l'immigration, c'est aussi, il faut pas l'oublier, quelque chose qui a apporté de la richesse à notre pays, culturelle, politique, économique, comme aux États-Unis, on le voit bien. Oui, mais Denis Jacquet a dit un peu l'inverse tout à l'heure, parce que Denis, autant ça passe aux États-Unis. Non, mais je le dis. C'est pour ça qu'il est parce là. que la perception, Marc, est un peu différente aussi. C'est une question de proportion. Si vous dites l'immigration, on a animé un débat avec François Soulage d'ailleurs là-dessus. L'immigration est-elle une richesse pour la France, etc. C'est un discours qui a du mal à passer aujourd'hui. Attendez. Ça passe mieux aux États-Unis. En France, ça a plus de mal. Une chose qui est vraie, c'est que quelqu'un qui monte sur un bateau avec un enfant dans les bras, qui fuit son pays. Vous pensez réellement que cette personne qui fuit la guerre ou qui fuit la famine en montant sur un bateau au risque de sa vie, en sachant qu'il risque de mourir parce qu'il y a des passeurs et des réseaux mafieux de passeurs qui l'embarquent sur des trucs, il se dit, alors, si j'ai bien compris, en France, donc je vais avoir l'AMU, plus les cotisations. Alors, si je paye mes cotisations sociales, j'aurais peut-être droit à... Vous pensez qu'il se dit ça ? Qu'il ne calcule pas. Il fuit d'abord son pays. Comme il y a des gens qui veulent rentrer aux États-Unis. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a la bannière américaine et ils veulent peut-être devenir américains. Et les gens chez nous, peut-être qu'ils veulent pas devenir français, ils veulent simplement sauver leur vie. Mais ils veulent survivre. Ils arrivent dans un pays, que ce soit l'Italie ou... Alors, il y en a qui font des murs en Grèce ou en Turquie ou ailleurs. Ils font des murs pour ou des barbelés, comme on l'a vu dans les pays de l'Est, pour les empêcher de passer. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Et c'est des gens qui risquent leur vie, c'est des femmes, c'est des enfants, des jeunes qui veulent survivre, vivre, et quand ils sont accueillis dans un pays, ils leur apportent tout ce qu'ils peuvent leur apporter, c'est-à-dire leur force de travail, leur diversité, leur richesse, etc. Et on peut pas les rejeter à la mer, comme le fait le gouvernement d'extrême droite en Italie. Tout ça est indigne. Il faut de l'humanité.
il faut du bon sens dans les politiques migratoires. Il faut du bon sens. On brandit toujours cette phrase de Rocard, le malheureux Rocard. On ne peut pas accueillir ce qu'il a dit, Rocard. Mais la France doit prendre sa part, etc. Mais c'est exactement ça, et pas seulement pour des raisons. C'est ça que je vous reprends sur les interventions, pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons qui tiennent à ce qui est dit dans ce texte, à l'humanité, à ce qu'est la France, c'est-à-dire cette tradition d'accueil, et notamment d'accueil des plus pauvres, qui doivent pouvoir trouver sur notre territoire. On est un pays riche, on a besoin de gens qui viennent chez nous, et voilà. Alors, ça fait une transition toute trouvée. François Soulage, je vais vous redonner la parole sur l'abbé Pierre, parce qu'on va, la transition est naturelle là-dessus quand même, non François Soulage. Oui, si vous voulez parler effectivement de l'abbé Pierre, je crois que c'est vraiment le témoignage de cet accueil de toute personne en pleine dignité. Ce mot ne revient d'ailleurs pas assez, parce que c'était vraiment ça l'intervention de l'abbé Pierre. C'est tout homme doit pouvoir vivre dignement. Et le logement, un mauvais logement, ou quand on n'a pas de toit sur la tête, on ne peut pas vivre dignement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, curieusement, Jean Rodin, à la même période, qui était fondateur du Secours catholique, il faisait la même chose. Simplement, il était moins médiatique que l'abbé Pierre. Mais lui aussi a créé les cités du Secours catholique à la même période. Cette question du logement et de l'accueil des personnes leur permettant de vivre dignement, qu'on vive en famille. Et ça, il faut le redire. Il y a certes la pauvreté, mais il avait trouvé un angle d'attaque qui, aujourd'hui, est le problème principal. La question du logement est en train de nous sauter à la figure, parce que les personnes ne peuvent pas occuper un emploi, éduquer convenablement leur famille, parce qu'ils ne disposent pas d'un toit. Quand vous vivez à l'hôtel, quand vous vivez en centre d'hébergement, quand vous vivez dans votre voiture, comment voulez-vous aujourd'hui élever vos enfants, conserver un couple? Moi, je vois bien, dans ce que je vis dans mon réseau d'épicerie sociale, des personnes qui vivent en précarité. Leur couple n'a pas tenu. C'est-à-dire qu'y compris cette question du maintien de la cohésion sociale, l'abbé Pierre l'avait parfaitement compris en s'attaquant à la question du logement. Et derrière ça, c'était la lutte contre la précarité. Mais c'est la dignité des personnes. Et je trouve que ce mot, vous savez, la devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais derrière fraternité, parlons de la dignité. C'est encore plus précis. C'est quoi, aujourd'hui, vivre dignement? C'est la question de l'accès à l'alimentation. Mais quand je vois les files derrière les restos du cœur, j'ai honte. Parce que ce n'est pas digne. On leur donne un colis. Et on n'a pas le choix, ben. Et pourtant, François Soulage, et Denis Jacquet va peut-être nous le dire, vous disiez tout à l'heure, Denis, il n'y a pas beaucoup de filets sociaux aux États-Unis. En France, il y a quand même des prélèvements obligatoires très élevés, beaucoup d'impôts, beaucoup de redistribution. Normalement, ça devrait fonctionner, notre système, Denis, non ? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Oui, mais cette question de la dignité des personnes n'est pas venue. On dit il faut leur assurer le minimum vital, et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Notre système, quand vous avez la dignité, c'est un contenu. Le minimum vital, c'est quantifié. Mais vivre au RSA aujourd'hui, c'est pas possible. Les gens qui ont le RSA ne s'en sortent pas. C'est là où est le problème, c'est qu'on dit les minimums sociaux et on dépense un boulot de dingue. Mais où est la... Regardez, moi je vois dans le logement l'APL, la fameuse APL que le gouvernement de Macron a réduit le jour où il est arrivé. L'APL, c'est ce qui permet à des gens de se loger. Ça change tout. Il faut bien cibler ce qu'on fait. C'est pour ça que le mot de dignité me paraît Sauf que les bailleurs essentiel. augmentent le loyer du montant correspondant à l'APL. Vous augmentez les loyers comme ça. Ah non. Ça crée une dynamique inflationniste. Ah non, quand vous êtes dans un logement social aujourd'hui à Nanterre, un F3, c'est 800 €. Une famille avec 2 enfants, elle a 400 € d'APL. Avec 400 € de reste à payer de loyer, elle s'en sort. À 800, elle s'en sortirait pas. Là, c'est clair. Elle ne pourrait pas être. Non, je crois qu'il faut... Je ne dis pas que tout est parfait dans les minima sociaux, mais aujourd'hui, un certain nombre de minima sociaux sont insuffisants pour vivre en pleine dignité. Et c'est ça le débat politique qu'il faut avoir. Denis Jacquet. On arrive quand même dans une société où la classe moyenne s'effondre sur les 25-30 dernières années. Il n'y a plus que des pauvres et des très riches. Et la société américaine est un des reflets de cet état aujourd'hui. Vous avez des gens extrêmement riches et vous avez des gens de plus en plus pauvres. Et j'allais dire, pour aller même plus loin, c'est même plus avec le RSA qu'on s'en sort plus. C'est avec un SMIC. À Paris, avec un SMIC, vous êtes un travailleur pauvre ou très pauvre. Vous en suivez. Bon. Donc la société est en train de se fracturée de cette façon-là. On voit qu'en gros, à 72%, la classe moyenne sombre vers le bas. Il y a juste une toute petite partie qui arrive encore à tirer son épingle du jeu.
ou aux États-Unis, avec le phénomène des stock options, où on a des grandes sociétés digitales, etc. Les gars, pendant 30 ans, bossent chez Microsoft, et quand ils sortent, ils ont un petit pactole qui vaut 2, 3, 5, 10 millions, et donc c'est cette petite partie-là qui sort son épingle du jeu. Bon. Le problème, c'est que, sans revenir sur le débat d'avant, c'est que médiatiquement, ceux qu'on voit avec leurs enfants dans les bras, qui, au mépris de leur vie, passent la mer pour arriver chez nous, c'est une toute petite partie de l'immigration. Elle est très visible, mais c'est pas celle-là dont on parle. La vraie immigration dans les chiffres, c'est celle qui vient tous les jours par regroupement familial, avec ces personnes qui ont 2, 3, 5 femmes et qui finalement amènent les femmes, puis les enfants, puis les trucs. C'est celle-là qui nous pose un souci. Le fait d'accueillir ces gens-là. Néanmoins, comme moi je revois en France et je reviens ici, j'étais au spectacle au Café de la Gare d'un ami scénariste l'autre soir. À 22h, vous avez en plein Beaubourg une 50aine de tentes qui arrivent, qui s'installent pour la nuit ici. Si c'est ça, être une terre d'accueil, et c'est ça qu'on promet aux gens, bon, on se fait plaisir intellectuellement, mais pratiquement, ces gens-là, vous êtes déjà allé à Porte-la-Chapelle avec un taxi en arrivant de l'aéroport le soir, les gens sont en train de faire leurs besoins à côté de vous, là, dans le truc, c'est ça, une terre d'accueil. À quoi ça sert d'accueillir des gens pour leur offrir ça? Et moi, je vois en Afrique, à chaque fois qu'on y va, on a une cousine, un truc, ma femme qui dit, mais je veux venir en France. Mais je dis, mais même avec le sort que tu as en Côte d'Ivoire, qui est quand même pas dramatique, hein, on meurt pas de faim en Côte d'Ivoire, tu seras toujours plus heureuse avec le soutien familial et les trucs que tu ne le seras jamais en France, où tu vas vivre dans des conditions épouvantables. Les gens se font une imagination de ce que c'est que le truc. C'est-à-dire, il faut vivre au quotidien avec ce genre de famille, ce genre d'autres. On a des discours très intellectuels en France et surtout à Paris. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que je rêve de venir en France parce que je vais gagner 1500. C'est énorme, 1500. Oui, mais avec 1500. Aux États-Unis, une infirmière gagne $6,000. On dit, waouh, $6,000 à Miami, génial. Mais elle s'en sort pas à la fin du mois avec $6,000. Parce que déjà, son loyer, un 2 chambres, c'est déjà aujourd'hui entre $3,500 et $4,000. Est-ce que, quand on est pauvre aux États-Unis, Denis Jacquet, juste une question, est-ce qu'on peut s'endetter, un étudiant, par exemple, des études aux États-Unis, dans une université, je sais pas, à Chicago, c'est $80,000 par an, par exemple. On s'endette systématiquement. Tout le monde s'endette. Est-ce que c'est une manière de sortir la tête de l'eau? L'objectif des États-Unis, c'est d'être endetté. En gros, en fait, tout ce que vous vend le système bancaire américain, c'est si tu t'endettes pas, alors on appelle un credit score. Donc en fait, on vous juge pour vous donner un emprunt sur votre capacité à rembourser. Donc vous avez des multiples emprunts. Les emprunts des emprunts financent à payer les emprunts d'avant, c'est une bataille de Ponzi. Et en gros, à la fin, plus vous êtes endetté, mais plus vous arrivez à rembourser, plus on considère que vous êtes un bon payeur. Donc le système anti-américain est fait pour l'endettement. Je veux dire, aujourd'hui, les emprunts étudiants que Biden voulait pardonner en partie, on parle de 3 trilliards ou 3 trilliards et demi de dollars. Enfin, c'est pire que c'est presque les subprimes, tellement le jour où ça pète, les États-Unis pètent avec. Donc les gens sont endettés, mais pour 20 ans de leur vie, juste pour rembourser leur... C'est aberrant de se dire que si tu allais dans une grande école, en France, HEC, ça coûte quoi? Moi, j'ai fait HEC à l'époque, ça coûtait 20 000 francs français. Aujourd'hui, ça a triplé, 18 000 euros. C'est encore rien du tout. C'est rien du tout par rapport aux États-Unis. La dose minimum, c'est 100 000 par an. Bon. Qui est-ce qui peut s'offrir ça? Donc, du coup, ça crée aussi, ça contribue à un élitisme et à un renfermement de la société sur une toute petite partie de la population qui profite et les autres qui meurent, c'est tout. Ouais. Allez, on va passer, il nous reste quelques minutes. Le procès Éric Dupond-Moretti. Je reprends avec vous, Marc Lomazzi. C'est un procès spectaculaire. On va pas pouvoir restituer la totalité des échanges de ce procès, et puis c'est pas forcément non plus l'objet, mais c'est quand même un cas particulier d'avoir un ministre de la Justice qui se retrouve ainsi devant plaider sa cause. Il y a eu des dessins de presse d'ailleurs assez amusants. On a pu voir Éric Dupond-Moretti se faire dire par le juge, c'est de ce côté-ci de la barre qu'il faut être, et pas là où vous vous mettez naturellement. Il y a peut-être une mise au point rapide à faire là-dessus, Marc Lomazzi? D'abord, première chose que je voulais dire là-dessus, c'est que quand même, ça fait beaucoup de politique devant les tribunaux. C'est sûr. Nicolas Sarkozy, qui vient en appel dans l'affaire Bimalion, qui est une des très très nombreuses affaires. François Bayrou, on l'oublie, qui est en correctionnel actuellement pour une histoire de détournement de fonds publics dans l'affaire des faux collaborateurs parlementaires au Parlement européen. Et maintenant Éric Dupond-Moretti. Alors, donc ça fait beaucoup de politique devant les tribunaux. Je suis pas persuadé que ça rehausse l'image des politiques. La deuxième chose, et notamment pour des gens qui se demandent s'ils doivent vraiment respecter la loi, quand on voit que les politiques eux-mêmes sont poursuivis, ça fait quand même mauvais effet. La deuxième chose, c'est que c'est la première fois
qu'un ministre en exercice passe devant la Cour de justice de la République, et il se trouve que ce ministre n'est pas n'importe lequel, c'est le garde des Sceaux. Et donc, on se retrouve devant une Cour de justice de la République. Il faut bien expliquer de quoi il s'agit. C'est que avant, jusqu'en 93, quand un ministre commettait un crime ou un délit, il passait devant la Haute Cour de justice, qui était constituée de parlementaires. Donc, il était jugé par ses pairs. Tout le monde s'est dit, attendez, des politiques qui jugent des politiques, ça va pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, ok, on va mettre des magistrats là-dedans. Donc, on a aujourd'hui une Cour de justice de la République, depuis 93, où vous avez des juges qui sont des parlementaires, de droite et de gauche, élus à la proportionnelle de leur représentation au Sénat et à l'Assemblée. Donc, sur 12, il y en a 5 qui sont de la majorité et le reste de l'opposition. Donc, à la limite, ça pourrait passer. Et puis, vous avez des magistrats, j'allais dire, professionnels. Le problème, c'est que quand ces magistrats professionnels doivent juger le garde des Sceaux, le garde des Sceaux, c'est lui qui va signer le déroulé de leur carrière. Donc, il risque d'être un petit peu gêné. La deuxième chose qui est quand même très bizarre dans cette histoire, c'est même cocasse, c'est que comme, sans revenir sur le fond de l'affaire, mais comme il s'agit d'un conflit d'intérêts entre le garde des Sceaux et la magistrature, ceux qui sont amenés à témoigner dans ce procès sont, pour beaucoup, des magistrats du ministère public. Le ministère, ils sont payés par Éric Dupond-Moretti. Donc les types, quel est le type qui va venir devant son ministre en lui disant « Oui, alors moi je confirme qu'effectivement... » Oui, ce n'est pas bien, etc. Voilà. Dupond-Moretti va lui dire « Ok, vous appelez comment? Je note votre nom. » Bon. Et donc le type il va se retrouver en Guyane. Voilà. Bon. Donc tout ça est absurde. Donc je pose une question toute simple. Pourquoi y a-t-il une justice d'exception pour les politiques? C'est ça la question. Voilà. Pourquoi alors on nous dit... Est-ce que tout le monde est d'accord sur cette question-là? Ah oui, absolument d'accord. Oui, alors, et là, normal. on parle d'une Cour de justice de la République qui a à juger des crimes et délits commis par des membres du gouvernement, y compris le Premier ministre éventuellement, dans l'exercice de leurs fonctions. Et le président de la République, alors lui c'est encore mieux, lui, et la réforme constitutionnelle de 2007 n'a rien changé, il est irresponsable. C'est-à-dire que le président de la République arrive à l'Élysée un matin, pète un câble et tue son officier de sécurité avec son arme. Non. Il est irresponsable. On ne peut pas le juger. On ne peut pas le juger. Alors, on peut le juger pour des faits commis avant, mais pour des faits commis après. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où un président de la République pète un câble et viole sa secrétaire? Eh ben rien. Faut attendre en fait qu'il ne soit plus président de la République, non? Non, il sera sacrifié par les médias. C'est l'irresponsabilité totale du président de la République pour des crimes et délits commis durant son mandat. Avant, on peut le poursuivre. Après, d'ailleurs, on poursuit Sarko. Après, on peut le poursuivre. Mais pour des faits commis pendant son truc. Donc, encore une fois, c'est... Donc, en fait, vous sous-entendez que si on devait raisonner de manière cynique, il aurait un intérêt maximal à commettre le maximum d'infractions pendant son mandat. Allez, encore une. À s'enrichir au maximum, puisque là, il y a une forme d'impunité. J'ai pas dit ça. Ce que je dis, le système est bancal. Ce que je dis, c'est que pourquoi y a-t-il une justice d'exception dans ce pays pour des politiques qui commettent des crimes et des délits? Les mêmes politiques, et notamment à droite, qui vous expliquent qu'il faut être sans merci pour le petit mec des cités qui a volé une moto, qui a fait une roue arrière, il faut le foutre en tôle immédiatement et il faut être sans merci pour lui. Mais par contre, pour eux, moi, je pique dans la caisse régulièrement. Je suis régulièrement devant les tribunaux, et devant les tribunaux, les politiques, ils disent quoi? Ils disent exactement ce que disent tous les mafieux. Il n'y a pas de preuve. Là, il y a un problème d'exemplarité. Les réactions rapides de François Soulages et Denis Jacquet. C'est une des inégalités qui va devenir insupportable. Enfin, c'est le traitement différencié entre le petit délinquant et puis les grands délinquants protégés. Ça ne peut pas durer éternellement. Enfin, c'est pas possible. Délinquance en col blanc et en col bleu. Denis, on va se quitter dans une minute. De toute façon, le système doit être réformé, non pas en laissant le type à roue arrière ne pas être puni, mais en faisant en sorte que ceux d'en haut soient pas super protégés. Parce que souvent, ça, c'est la tendance en France. Alors on nivelle tout vers le bas et puis tout le monde a le droit de tout. Non. On continue à être ferme, mais là-haut, il faut que ça donne l'exemple. Ça y a très longtemps. Enfin, le système des retraites des députés qui peuvent acquérir au bout de quelques années, alors que toi, tu trimes pendant 40 ans pour avoir le même, et encore, celui-là est garanti. Le monde politique est un monde d'injustice. En même temps, c'est vrai que c'est un monde qui travaille beaucoup,
qui bosse 7 jours sur 7 et qui a une rémunération qui est relativement limitée. Enfin, ça donne pas forcément envie d'aller faire. Il y a aussi cette question-là. Mais sur Dupond-Moretti, c'est juste, pour le connaître un peu, c'est juste un peu une histoire du combat contre une magistrature qui est devenue d'extrême gauche en France, et à un moment donné, il faut aller faire le ménage là-dedans. Aussi, c'est aussi un dossier. Vous avez des trucs où vous n'avez pas une décision favorable à un entrepreneur pendant 18 ans dans certaines régions de France. Aucune. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter aussi. Allez, il faut s'arrêter justement. Ça va être notre dernier mot. Merci beaucoup, Denis Jacquet, François Soulage et Marc Lomazzi d'avoir participé donc à ce grand débat à retrouver sur le site de la radio et bien sûr l'application mobile également.